les circonstances de fuite. Vous ne voulez pas entrer dans les détails, mais nous avons eu plusieurs versions dans les médias. Allez-vous donner les détails de cette fuite? Avez-vous signé un contrat avec Netflix pour réaliser un film là-dessus? Non. Deuxième question. Vous pouvez avoir un poste ici au Liban pour aider le Liban dans des circonstances difficiles? Deuxième question. Monsieur Ghon, avez-vous mis en place une stratégie de défense? Pensez-vous que votre défense depuis le Liban est un avantage ou un inconvénient pour vous? Lorsqu'on me pose une question en arabe, je vais répondre en arabe. Il n'y a pas de films et de Netflix. Il y a beaucoup de mythes. Aucun contrat n'a été signé avec Netflix dans ce domaine. Je ne vais pas parler de ma fuite depuis le Japon, parce que si je le fais, je vais exposer beaucoup de personnes à des problèmes. Je ne peux pas les laisser tomber. Je dois les respecter. C'est pourquoi j'en parle pas. Je n'ai rien à cacher. Mais je ne veux pas exposer les gens qui m'ont aidé au danger. Mais un jour, peut-être, vous connaîtrez la réalité. À ce moment-là, vous allez relayer la réalité et la vérité et les faits, sans que je suis obligé d'en parler. Mais peut-être un jour, dans 20 ans, je peux confirmer ou infirmer ce que vous pouvez éventuellement relayer dans les médias. Faransa. Monsieur Rosson, micro, Madame, vous êtes responsable, je vous en prie, allez-y. من الصحافة الفرنسية تفضلي لو سمحتم. Bonjour, Gaëtan Mélin, BFM TV. Je voulais savoir, tous ces documents que vous nous avez présentés, est-ce que vous êtes en mesure de nous les fournir pour ensuite pouvoir les examiner et montrer que ces documents sont la preuve de ce que vous avancez, à savoir que ces montages financiers n'existent pas? Je suis prêt à vous remettre tous les documents que je vous ai montrés. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas montrés. Je vais montrer un spécimen de ce que nous avons reçu. Je peux vous dire qu'il y a plein d'autres documents sur lesquels maintenant qu'on va pouvoir retirer. Parce que vous savez, avant, j'étais en prison, j'étais au Japon, je ne pouvais pas parler. Donc il y a beaucoup de gens qui se taisaient. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont parler. Et là, vous allez voir apparaître tout d'un coup des tas de documents qui vont aller dans ce sens-là. Moi, ce que je demande, c'est que mes avocats, et particulièrement Maître Abou Jaoudé qui est présent, qui me représente au Liban, et qui fait partie de l'équipe de défense mondiale, vous pouvez le joindre, il mettra à votre disposition les documents qui vont expliquer tout ce que je vous ai dit. Voilà. Monsieur Rossel. Une question. Vous êtes Libanais. Vous avez une expérience extraordinaire. Vous avez servi tous les pays qui traversaient des crises. Aujourd'hui, le Liban traverse l'une des crises les plus importantes de notre vie. Vous pouvez donner un peu de votre expérience à votre pays? Moi, je ne suis pas un homme politique. Je n'ai aucune ambition politique. Voilà. Mais si une demande a été formulée pour mettre mon expérience au service de mon pays, je suis tout à fait prêt. Mais il faut qu'une telle demande soit formulée. Je ne veux pas de poste politique, je ne veux pas de poste, mais un homme de pouvoir qui vient me demander une aide, une expérience pour améliorer la situation du Liban. Toute mon expérience, je la mettrai au service du Liban et des Libanais. C'est qui ça? Mona Lisa Nahar. Vous avez dit, Monsieur Ghon, que le Japon a cherché de se débarrasser de l'influence de Renault en se débarrassant de vous. Pour vous, quelle est la position du gouvernement français vis-à-vis de votre détention au Japon?
Le gouvernement français dit qu'il est en train d'essayer d'améliorer ses relations avec le gouvernement japonais et ne cherche pas à envenimer la situation avec le Japon. C'est ce que je comprends de la position française, en tout cas. سؤال من البرازيل. O senhor tem muitos amigos no Brasil, foi presidente da Michelin lá, é amigo do ministro Paulo Guedes. A sua mãe mora no Brasil, suas irmãs moram no Brasil. Eu lhe pergunto, o governo brasileiro lhe tratou bem? Eu soube que o presidente Bolsonaro ligou para sua irmã. E a embaixada brasileira no Brasil, como foi o tratamento? Olha, os brasileiros, o cônsul do Brasil no Japão foi muito amigo, muito querido. Ele realmente cuidou de mim durante o período que foi muito difícil para mim. Você conhece ele, João Mendonça, com a família dele, ele tratou com muito carinho. Agora, você sabe porque o presidente Bolsonaro faz um anúncio no jornal, onde alguém fez uma pergunta para ele se ele está pronto para falar do meu caso com as autoridades japonesas. Se eu me lembro, ele falou que ele não quis fazer isso para não... Voilà, petite parenthèse, puisque Carlos Ghosn est en train de s'exprimer en portugais. Karina Chabour, vous avez... Coupé juste, disait que visiblement le président notions brésilien Bolsonaro ne voulait pas faire de déclaration, probablement pour préserver ses relations avec le Japon. Puisqu'on rappelle que Carlos Ghosn est aussi de nationalité brésilienne. Et il a aussi expliqué qu'il était un peu lâché par le gouvernement français. C'est ce qu'il nous disait à mi-mot. Oui, il dit que le gouvernement cherche à ne pas envenimer la situation avec les autorités. C'est vrai que la France a été plutôt en retrait dans cette affaire. On va revenir à la conférence de presse. Oui, les États-Unis, donc du Wall Street Journal. Alors, quels sont vos projets maintenant? Il me semble qu'il sera difficile de trouver une instance judiciaire où vous pouvez laver votre nom. Que pensez-vous donc de vivre la vie d'un fugitif international? Est-ce le prix à payer pour sortir du Japon? Est-ce que ça en vaut la peine? Tout d'abord, je suis habitué à ce qu'on appelle mission impossible. J'en ai trop fait lorsque je suis allé au Japon en 99. Les gens disaient c'est impossible, tu vas pas réussir, tu parles pas la langue, tu viens de France, de chez Renault, personne ne sait. Vous connaissez l'histoire. Je considère pas que je sois dans une situation où je ne peux pas agir. Je peux faire beaucoup de choses. Je veux laver mon honneur et veiller à ce que la vérité éclate au grand jour. À court terme, je suis là et je suis fier d'être là. Je suis entouré d'amis au Liban par des gens qui me respectent, qui sont fiers de moi et j'avais besoin de ça après l'épreuve que j'ai vécue, mais je ne vais pas simplement dire bon, plus rien à faire, donc vous pouvez m'attendre au cours des prochaines semaines à ce que je prenne des initiatives, vous dire comment je vais laver mon honneur, dans quelle instance, pour que tous les éléments de preuve soient mis au grand jour et que tout soit rétabli et tout ce qui a été fait soit mis non pas dans un système de propagande où j'apparais comme le dictateur cupide, mais quelqu'un qui a été un acteur très important dans le secteur de l'automobile avec tout ce que j'ai fait. Non, please. Okay. CNN, yes, please. Oui, à vous. BBC. Carlos Ghosn. Alors, de CNN, en enchaînant de la question de mon collègue, il peut paraître aux yeux de certains que vous avez remplacé une toute petite cellule au Japon pour une cellule beaucoup plus grande ici au Liban où vous ne pouvez voyager nulle part, vous ne pouvez pas quitter le territoire, vous et votre épouse sont à risque. Iriez-vous en France? Courriez-vous le risque même de monter dans un avion pour vous rendre en France quand bien même le ministre là-bas dit que vous ne seriez pas extradé? Bien, comme vous le savez, il y a une notice rouge émise
par le gouvernement japonais via Interpol. Mes juristes me disent que peut combattre cela. On peut supprimer la notice rouge en expliquant notre dossier, surtout si c'est un dossier politique. Ils sont plus compétents que moi pour vous expliquer ce qui peut se passer. Tout d'abord, je ne me considère pas comme un prisonnier au Liban. Je suis très heureux d'être là, je peux vous le dire. Et je préfère cette prison à celle où j'étais avant. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis avec mes amis, ma famille, mes enfants peuvent venir me voir, je peux téléphoner, je peux utiliser Internet, je ne suis pas suivi. Ou les seuls, je ne vous ai pas parlé de ceux qui me suivaient, les seuls qui me suivent sont des gens qui souhaitent me parler ou quelque chose de beaucoup plus sympathique. Donc, je ne me sens pas du tout malheureux au Liban. Je suis prêt à séjourner longtemps au Liban. Ne pensez pas que j'accepte mon sort tel qu'il est. Je vais me battre. Je dois laver mon honneur et c'est très important pour moi. Je ne peux pas accepter le fait que construire une histoire et de mentir à une telle échelle, je ne peux pas l'accepter. Oui, à vous, madame. Yes, I'm coming back to you. This is no. Looking Please, for the mic. go ahead. The question is, hi, Michelle Caruso Cabrera, CNBC. You said that you want Nissan Question, to have vous voulez que Nissan soit autonome, mais l'autonomie doit être gagnée. Ça me paraît contradictoire. Avez-vous jamais proposé une fusion entre Nissan et Renault? Non, je ne l'ai pas. J'ai proposé une holding où il y aurait un président pour l'Alliance, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de président Renault-Nissan, un président qui est président de l'Alliance, mais vous avez un site basé au Japon, Renault en France, vous gardez le siège, mais vous n'avez qu'un seul conseil. Donc, différents sièges, différentes marques, différents COMEX, un conseil, un président. Voilà ce que je proposais. Ce n'était pas la fusion à 100%. Là, vous avez un seul siège, un seul conseil, un COMEX, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'ai essayé autant que faire se peut surmonter l'opposition des Japonais qui souhaitaient être très autonomes et en même temps, de l'autre côté, la volonté de la France d'avoir une fusion complète. Je pensais que la holding, la façon de présenter, était un très bon équilibre entre le souhait d'une fusion à 100% d'un côté et le souhait d'autonomie. Mais comme vous le savez, au bout du compte, une partie a dit « Pourquoi avons-nous besoin de tout ça? On peut se débarrasser de lui. » Ce qui s'est passé, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'holding, il n'y a même pas une alliance. On a reculé au lieu d'avancer. Monsieur Gone, de la BBC. Alors, deux questions, si vous me le permettez. Alors, vous dites, et c'est compréhensible, vous ne souhaitez pas que le torchon brûle entre le Liban et le Japon, mais c'est clair, vous dites qu'il y a eu un complot. Jusqu'où dans le système japonais ce complot va-t-il? Va-t-il jusqu'au sommet, pensez-vous? Et deuxièmement, seriez-vous prêt à vous présenter à un procès au Liban pour les chefs d'inculpation à votre rencontre? Alors, bon, si vous n'avez pas dit que vous étiez de la BBC, d'après vos deux questions, je l'aurais deviné. Alors, pour la première question, vous dites que je ne pense pas que le sommet était impliqué, le plus haut niveau. Si c'est votre question, je ne pense pas. Si vous parlez d'Abe-san, je ne pense pas qu'il était impliqué. Bon, là encore, je respecte ma parole pour éviter toute friction entre les deux pays. C'est mon devoir de veiller à ce que l'on ne crée pas plus de crispation. Deuxième question était sur quoi? Oui, moi je serais prêt à me présenter à un procès n'importe où pour autant qu'il soit équitable. Si quelqu'un pouvait me garantir, ce qui n'était pas le cas pour mes avocats, lorsque j'ai demandé à mes avocats à maintes reprises,
et ils vous le confirmeront au Japon. Aurais-je un procès équitable? Ils étaient très gênés, m'ont dit « On fera tout pour que ce soit le cas, que vous ayez un procès équitable. » Et ils me l'ont répété, ce qui m'a inquiet, puisque si mon avocat ne peut même pas me garantir « Vous aurez un procès équitable », Takashi-san, dans sa déclaration, a dit « Vous savez, même s'il n'a pas un procès équitable, on pense qu'il sera acquitté en raison de la force des arguments. » Mais si vous n'êtes pas dans votre pays, vous ne parlez pas la langue, les gens vous disent, avec un taux d'inculpation de 99,4, on pense, puisque vous avez le premier procès, l'appel, ensuite la Cour suprême, deuxième procès, appel, 5 ans. 5 ans, estimé, aucune garantie, 5 années de procès et à l'arrivée, un taux d'inculpation de 99,4, mon Dieu, je me voyais rester pratiquement toute ma vie au Japon, privé de mon épouse, puisqu'il n'y avait absolument aucun signe qu'ils allaient l'autoriser à venir. Moi, je n'étais pas expert du système japonais. Lorsque j'étais libéré sur caution, mes avocats, généralement, après 2 mois, 3 mois, si vous respectez toutes les conditions de la question, ils commencent un petit peu à lâcher du lest, vous pouvez téléphoner, vous avez droit à vos emails, vous pouvez voir votre épouse. C'est ce qu'ils m'ont dit. 9 mois plus tard, rien n'a été édulcoré. Moi, je réclamais un téléphone, rien du tout. Le juge, on va maintenir les mêmes conditions. Ils m'ont dit, vous ne verrez peut-être pas votre épouse avant le début du deuxième procès. Donc, ma perspective, je ne pourrais pas voir Carole, j'allais pas pouvoir lui parler pendant 1 an et demi. Pourquoi faire? Pour falsification des preuves. J'ai plein de gens qui me voyaient, je pouvais falsifier les preuves avec n'importe qui. Et j'ai quitté le Japon, même si j'avais des gens qui me suivaient, caméra dans la maison, pas de téléphone. Donc, si j'avais l'intention de le faire quelque chose, je l'aurais fait de toute façon. Donc, c'était de la persécution, c'était évident. Et puisque je ressentais cette persécution, aucun espoir, et ce bombardement soutenu par les gens de l'extérieur, j'ai décidé de prendre le risque parce que je voulais de la justice. Et maintenant, je peux vous dire, première instance où je peux m'exprimer devant la justice qui n'est pas biaisée, je le prends. Nous perdons beaucoup de temps. Non, madame, je ne sais pas si c'est plus facile ou plus... Pourquoi avez-vous choisi le Liban? Je choisis le Liban, je suis libanais, je suis brésilien aussi, j'aurais pu choisir le Brésil, la France, mais j'ai choisi le Liban pour des considérations qui ont plus attrait à la logistique qu'autre chose. Je voulais juste vous demander, les procureurs japonais mentionnent, épouse, que pour que vous soyez extradé, avez-vous des assurances du président libanais, du gouvernement libanais que vous ne serez pas extradé, vous resterez au Liban? Pas d'assurance de quiconque, mais je pense qu'il y a des précédents, il y a des lois. Je fais confiance à ce que les lois soient appliquées au Liban. Je n'ai pas de raison de mettre ça en cause. Je suis donc confiant que les pratiques actuelles, que les lois seront respectées au Liban. C'est ce que j'ai entendu de la part de tous les responsables libanais. Le Japon. TV Tokyo. Yeah. TV Tokyo. テレビ東京の阿部です。Speaking English. Yes, please. Yeah. Well, if not, you're not going to have an answer. Je vais parler en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'aurez pas de réponse. Vous étiez un patron respecté au Japon, mais vous avez enfreint la loi japonaise pour
être ici. N'est-ce pas une faute? Dites au peuple japonais votre état d'esprit, ce que vous pensez. À l'adresse du peuple japonais. Oui, bien évidemment, là encore. Revenons-en à votre question, comme vous l'avez dit. J'étais, et je persiste à penser que pour une partie de la population japonaise, je suis un homme d'affaires respecté au Japon et j'ai eu de nombreuses réunions avec la presse, et la presse qui n'est pas toujours très favorable me dit personne ne conteste le fait que vous avez relancé Nissan, vous avez fait de bonnes choses au Japon, puisque les autres patrons ont suivi les pratiques que vous avez lancées en 1999. Personne ne le conteste, mais vous devez vous défendre contre ces charges. Et je souhaite, comment puis-je me défendre si on me nie, si la justice m'est niée les outils? Comment puis-je me défendre? Enfreindre la loi au Japon, puisque j'ai quitté le Japon, c'est un problème, mais ne pensez-vous pas que c'est un problème que le procureur a enfreint 10 lois au Japon et personne ne s'en préoccupe? Ils ont enfreint la loi. Vous savez très bien qu'il y a une loi au Japon qui dit que le procureur ne peut pas fuiter. Ça, vous le savez ça. Mais bon, il fuite. Les gens, ils fuitent. Les journalistes vous disent on a appris ça du procureur. Bon, alors ils enfreignent la loi, mais personne ne s'en préoccupe. Donc moi, j'enfreins la loi, ce serait un problème, alors que le procureur, lui, qui enfreint 10 lois, ça n'est pas un problème et personne ne s'en préoccupe. Donc à un moment donné, lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes le seul qui doit respecter la loi et personne d'autre le fait, vous dites que c'est un système qui est biaisé. Et le Japon ne le mérite pas. Les Japonais ne sont pas comme ça. Moi, j'aime bien le peuple japonais. J'y ai passé 17 ans, je ne le regrette absolument pas. Ce que je regrette, c'est les postes que j'ai nommés au sein du groupe, parce que je me suis trompé lourdement, mais les peuples japonais ont été très aimables à mon égard. Je ne veux pas nuire au peuple japonais. Pourquoi suis-je présenté de cette façon maléfique? J'ai été traité comme un terroriste au Japon. Quelqu'un qui va blesser les autres. Qu'ai-je fait pour mériter ce traitement? Ça que je ne comprends pas. Oui, je suis d'une société d'édition au Japon et j'étais très surpris de voir qu'il y avait si peu de médias japonais ici, que vous n'avez pas autorisé l'entrée des médias japonais. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Éprouvez-vous une certaine colère contre les médias japonais? Et nous n'avons aucune information quant à la façon dont vous avez été traité en prison. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Moi, je ne fais aucune ségrégation contre les médias japonais. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui sont à l'extérieur, mais très franchement, si vous avez été choisi, à mon avis, c'est parce que vous êtes les seuls qui ont été objectifs dans la situation et tous les autres étaient à la solde du procureur. Donc, de faire venir des gens qui servent de relais pour la propagande du procureur, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite parler avec des gens qui peuvent analyser les faits. Je ne les fuis pas. Après, j'irai les voir et leur dire bonjour. Je n'ai rien contre eux, mais ici, dans la salle, je voulais la BBC, CBS, NBC, etc., globaux, puisque ce sont des gens qui sont des grands médias qui seront très objectifs. Ils ne vont pas ménager, mais ils présenteront les faits, alors que les autres collègues, pendant 14 mois, ils ont répété la ligne de Nissan et des procureurs sans aucune analyse ou critique. C'est pourquoi malheureusement, la salle est déjà pleine. Si j'ajoute tous les médias japonais, ça n'aura pas été possible. Mais je ne les fuis pas.
Je compte sur vous pour porter ma parole. Christophe Jacubizit de BFM Business. Vous nous avez dit qu'il y avait deux raisons pour que toute cette affaire commence. Ouais. La première, c'était les performances moins bonnes de Nissan. La deuxième, c'est le droit de vote double instauré par l'État français en 2015. Est-ce que vous tenez responsable, le ministre de l'économie de l'époque, de l'avoir institué? Je rappelle qu'il s'appelait à l'époque Emmanuel Macron. Oui, non, je suis navré, mais vous avez mal compris ce que je voulais dire. Le premier élément, ce que j'ai dit, bien sûr, c'est le déclin de la performance de Nissan, dont Sakawa est responsable. Sakawa a commencé à dire « Ah, j'ai hérité d'une situation, Monsieur Ghosn, etc. » La performance, au bout de 3 ans, n'est plus de la responsabilité de la personne qui a précédé, elle est de votre responsabilité. Puis je trouve lamentable, quand quelqu'un prend la direction générale d'un groupe, il doit assumer le groupe. C'est fini, c'est lui qui est en charge. Moi, quand je suis arrivé en 99, j'ai pas dit tous les cons qui étaient avec moi n'ont pas fait leur boulot, j'ai rien dit. J'ai dit voilà la situation de l'entreprise et on va aller à partir de ce moment-là. Et c'est pourquoi les gens m'ont respecté, parce que je n'ai pas critiqué mes prédécesseurs, je n'ai pas utilisé des moyens parce qu'ils ne pouvaient plus se prononcer compte tenu de la situation lamentable dans laquelle j'ai trouvé Nissan. Je ne l'ai pas fait. Par contre, hériter d'une situation florissante avec un groupe remonté et aller m'accuser de dire tous les problèmes dont lui est responsable, ça je trouve ça lamentable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas dit que c'était la loi Florange qui avait occasionné tout ça. J'ai dit que la méfiance créée au Japon par deux choses. D'un côté, la loi Florange. C'est pas la loi Florange, parce qu'on aurait pu très bien accepter la loi Florange et donner le droit de vote aux Japonais. Il n'y aurait pas de problème. Hein. Mais le fait que, un, on a voté la loi Florange, et deux, on a refusé, par la pression de l'État, bien sûr, de donner le droit de vote à Nissan, c'est ça qui a provoqué la méfiance de nos amis japonais. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, quand effectivement mon mandat est venu en question, il y a eu des tas de déclarations de tous les gens qui veulent s'occuper de Renault, et qui ne sont pas dans Renault d'ailleurs, et qui veulent s'occuper de Renault. Nous faisons la stratégie de l'entreprise, nous allons nous préoccuper de ceci ou de cela. Bon, ça fait peur. Ça fait peur quand vous avez des gens qui ne sont pas compétents, qui commencent à dire « nous allons faire la stratégie de l'entreprise, nous allons faire telle et telle décision ». Ça fait très peur, parce que ce sont des gens finalement qui prennent des décisions dont ils ne sont pas responsables sur le fond. Le gars qui doit rendre des comptes sur les résultats de Renault, c'est le patron de Renault, c'est personne d'autre. Donc quand je dis que le point n'est pas la loi Florange, c'est le fait qu'on a refusé aux Japonais un droit de vote, ce qui a créé un doute. Et deuxièmement, le fait qu'on a dit il faut à tout prix, M. Ghosn a la responsabilité de créer une alliance irréversible, ce que j'ai accepté. Sauf que irréversible, ça voulait dire des tas de choses pour des tas de gens. Et pour beaucoup de Japonais, irréversible, ça faisait une fusion, ce qui n'était pas du tout mon intention. Moi, j'ai dit, si vous voulez une fusion, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire, c'est pas moi. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'une fusion est impossible à manager, et je l'avais dit très clairement. Donc, tout le monde avait accepté que c'était plutôt quelque chose dans laquelle on allait vers une irréversibilité, tout en respectant l'autonomie des entreprises. Voilà. Donc, pour que l'on soit très clair. Maroun Nassif, LBC International. فور وصولك إلى لبنان بعد أيام ترددت معلومات أن كارلوس غوسن التقى رئيس الجمهورية وتلقى الدعم Nous avons entendu parler que vous avez rencontré le président de la République et vous avez eu son soutien. Est-ce vrai? Et d'autres informations parlent de vous que vous vous êtes rendu en Israël et comme vous le savez, le Liban considère Israël comme pays ennemi. Pouvez-vous faire un commentaire? Tout d'abord, pour ma part, je ne peux pas parler de mes rencontres. J'ai eu beaucoup de rencontres, mais je ne peux pas en parler de ces rencontres que j'ai eues avec des Libanais. Deuxième question, mon voyage en Israël, lorsque je suis allé là-bas, je ne suis pas allé là-bas comme citoyen libanais. Je suis allé sous le titre de PDG de Renault, pour signer un contrat entre Renault et une autre société israélienne soutenue par le gouvernement israélien pour produire une voiture électrique. Je suis allé là-bas parce que j'étais français, j'étais le directeur d'une société française. C'est tout. Je ne suis pas allé en Israël pour parler d'autre chose. Je suis allé là-bas comme directeur général de Renault. Et ce n'est pas quelque chose de caché. Ça a été publié et ça a été révélé. Et ça a été évoqué. Depuis 2000, je rentre régulièrement au Liban. Pourquoi on en parle de ça maintenant?
c'est bizarre quand même. Pourquoi cette critique n'a pas été formulée depuis des années et qu'on en parle de ça uniquement maintenant? Marie de Greff, valeurs actuelles. Non, valeurs actuelles, Marie de Greff, la France. En Espagne. Votre réputation. Est-ce que vous avez... On va faire elle d'abord. Parce que vous dites RT France, je pense. Et contre la justice japonaise, que vous avez Madame, je vous rassure, je n'ai pas le droit, je n'ai absolument pas l'intention d'abandonner mes droits. J'ai des droits vis-à-vis de Nissan, j'ai des droits vis-à-vis de Renault qui n'ont pas été respectés et je compte bien les réclamer en justice. Parce que je crois dans la justice française et je crois d'une certaine manière aussi, sur le plan civil, à la justice japonaise. Donc, non, please. No, the cameraman are not happy. RT France. RT France, Monsieur Ghosn. Yes, RT France, cette question, puisque cette affaire, elle semble avoir... Madame, vous êtes de quelle chaîne? RT France. RT France. Voilà. Cette affaire, elle semble avoir mis en lumière des failles présumées au sein de la justice nippone. En tout cas, ça pose beaucoup d'interrogations. Malgré cela, la France semble être restée quand même assez silencieuse, Monsieur Ghosn. Est-ce que vous vous êtes senti lâché par les autorités françaises et selon vous, pourquoi? Écoutez, vous auriez été à ma place, vous vous seriez senti comment, madame? Vous êtes comment avec les gens là? Très simple question. Vous auriez été, au travers de ce que j'ai été, vous vous auriez senti comment? Soutenu? Défendu? Lâché? Neutre? Je sais pas. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est ce que j'espère. Parce que quand même, je suis un citoyen français. Alors on me dit comme les autres, mais pas au-dessous des autres. Je ne demande pas à être au-dessus de qui que ce soit, mais je ne souhaite pas être en dessous de qui que ce soit. Je voulais juste vous demander, du coup, c'est ce que vous allez faire? Vous allez attaquer Renault et Nissan devant la justice française? C'est ce que vous avez prévu de faire? Je n'ai pas attaqué qui que ce soit. J'ai dit que j'allais défendre mes droits et qu'il n'était pas l'intention de m'asseoir sur mes droits. J'ai des droits. On a dit que finalement, en janvier, j'avais démissionné de Renault, ce qui est faux. La lettre que j'ai envoyée, vous n'avez qu'à la lire. Elle n'a pas été d'ailleurs distribuée aux membres du conseil d'administration. Elle a été lue aux membres du conseil d'administration en vite. Je n'ai pas démissionné de Renault. Donc ça, c'est une forfaiture de dire que j'ai démissionné de Renault. Je me suis retiré pour permettre à Renault de fonctionner normalement alors que j'étais en prison. Et dire que ça, c'est une démission, c'est quand même un travestissement de la réalité. Or, j'ai demandé à partir à la retraite et je défendrai mes droits en tant que personne qui a travaillé autant d'années, qui a rendu autant de services et qui a droit à une retraite. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Ce que je vous dis, je vais défendre mes droits. Oui. Ok. Attendez. Alors, attendez. Can I ask one question? Is there any citizenship that did not talk? رضوان مرتضى من جريدة الأخبار. جريدة الأخبار. Al-Akhbar, vous êtes libanais. Allez-y, posez votre question. Une question pour compléter la question précédente concernant votre visite en Israël. Vous êtes allé là-bas comme représentant d'une société, mais en 2008, vous étiez là-bas. C'était 2 ans après la guerre de 2006. Et parmi les mains que vous avez serrées étaient entachées du sang des Libanais. Il y avait beaucoup des Libanais à l'époque prisonniers chez cet ennemi. Ok, vous êtes allé en Israël comme président d'une société. Est-ce que vous présentez vos excuses? Est-ce que considérez-vous Israël comme ennemi? Bien sûr, je formule mes excuses. Je présente mes excuses. Le fait que le peuple libanais a été touché par cette visite.
est-ce qu'il y a, do we have any group? Yeah. Yes, please go ahead. Oui, Yes, good afternoon, Francesca Cafferri from La Repubblica. La Repubblica, Italy. You were mentioning the Vous possible avez alliance évoqué between l'alliance Renault and éventuelle FCA. Can you entre go through Renault that? et Was Fiat it a missing Chrysler. chance? Est-ce And then if une you occasion can please ratée share some of selon the vous? details Pouvez-vous of nous your donner trip des here to détails Lebanon? de I know votre you said you don't want to voyage talk ici about au it, Liban? but Je comprends, vous ne just a souhaitez little pas en bit. parler, mais But yes, quelques éléments sur votre... Ça, c'est une question éminemment italienne. Voilà, un petit peu. Non, j'ai eu des contacts avec Fiat Chrysler, avec FCA. On s'est bien entendu, on a eu un excellent dialogue. Malheureusement, j'ai été arrêté avant que cela puisse aboutir, mais la conclusion n'était pas très loin. J'avais une réunion prévue en janvier pour une conclusion définitive de l'accord. En janvier, j'étais au centre de détention de Kosuge et l'accord s'est fait, mais malheureusement pas avec Renault. Et je pense que c'est un grand gâchis pour Renault. C'est une très bonne occasion pour PSA, mais un gâchis pour Renault. Monsieur Ghosn, vous avez dit vous-même que vous avez pris un grand risque en quittant le Japon. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sentiment vous avez eu au moment où vous avez réussi à quitter le Japon? Certains médias ont fait état d'une malle dans laquelle vous auriez été caché. Quel sentiment avez-vous eu au moment où vous avez tenté cette opération qui était extrêmement dangereuse pour vous? Comment vous êtes-vous senti? Écoutez, moi, quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti, c'est comme si j'étais décédé. Je vivais chaque jour en disant, finalement, j'ai une vie tout à fait réduite, mais je ne sais pas si j'allais revoir les gens que j'aime. J'ai plongé dans un système que je ne comprenais pas. C'est comme si j'étais mort. Vous savez, quand vous passez par une période comme ça, vous êtes paralysé, vous êtes, je ne dirais pas hypnotisé, vous êtes anesthésié. Voilà, vous vous anesthésiez parce que vous vous protégez contre la souffrance. Vous vous anesthésiez. Donc vous anesthésiez, vous ne supportez plus la musique, vous supportez plus des souvenirs, vous ne supportez plus les photos, parce que quelque part vous ne voulez pas revenir en arrière. C'est votre façon de survivre cette période. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si, quelque part, je revenais à la vie. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont que des spéculations. Je suis venu au Liban, je n'ai pas peur de la justice. Ici, je peux m'exprimer, je peux rencontrer les gens, les personnes. J'étais privé de tout au Japon. Je ne connaissais personne. J'étais poursuivi, comme vous le savez. J'étais poursuivi tous les jours depuis que j'ai quitté le centre de détention. J'étais surveillé. Allez-y. Como o quanto o Interpol pode intervir no seu caso? Como?
o quanto o Interpol pode intervir no seu caso? Olha, eu não sou especialista desse tipo de coisas, mas meus advogados, o que eles falam é que Interpol não tem nenhuma jurisdição dentro do Líbano. O que tem jurisdição dentro do Líbano é o governo libanês. Agora, se você atravessa as fronteiras libanesas e você vai para um país qui tem um acordo com Interpol. Une question non traduite qui concerne Interpol qui a émis une notice rouge contre Carlos Ghosn. Karina, vous avez compris quelques bribes? Oui, il disait que si effectivement il quittait le Liban et se trouvait dans un pays où Interpol pouvait intervenir, à ce moment-là, effectivement, il serait en danger. Retour à la conférence de presse. Merci Karina. Jonathan Rugman from Channel 4 News in the UK. Vous devez sans doute être inquiet quand même. Vous êtes sans doute inquiet que cette affaire va vraiment vous hanter pendant toute votre vie, parce que les gens vont dire, si un gars est prêt à s'échapper du Japon dans une malle, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quoi votre réponse? Bien, vous savez, il y a eu de nombreux récits, comment je me suis échappé avec qui, on a entendu plein de choses contradictoires, je ne vais pas y revenir. Vous aurez toujours des gens qui vous diront « il n'y a pas de fumée sans feu », d'accord? Bon, d'accord, ça donne toujours l'avantage à celui qui vous attaque. Si je vais raconter plein d'histoires sur vous qui sont infondées, il y a plein de gens autour qui disent « il n'y a pas de fumée sans feu », donc quel que soit le nombre de mensonges que je profère, certains vont coller. C'est l'avantage de ceux qui ont l'offensive. C'est ce qui se passe. J'étais une cible facile. Pourquoi? J'étais bien connu. J'étais un étranger. Donc, il était très facile de dire ce type-là a dépassé toutes les limites, il a caché une rémunération qu'il n'a pas reçue, il a réclamé. Bon, c'est facile, vous avez raison, il y a plein de gens qui vont dire il a fui parce qu'il est coupable. Mais moi, je vous dis, j'ai pas fui parce que j'étais coupable, j'ai fui parce que j'avais zéro chance d'un procès équitable. Et si j'ai une occasion de prouver, ne serait-ce que pour certains des gens, je ne me préoccupe pas des gens qui vont dire « vous serez coupable ». Quoi qu'il arrive, c'est une bataille perdue. Mais les gens qui sont prêts à vous écouter, vous aurez la possibilité de dialoguer. Ça doit passer par un procès équitable. Le seul moyen d'avoir un procès équitable, ce n'est pas au Japon. Il faut que je sois en dehors du G20. Je suis au Liban aujourd'hui. Je peux être dans un autre pays. Je peux être au Brésil. Le Brésil n'extradie pas ses citoyens. La France n'extradie pas ses ressortissants. Même chose pour le Liban. J'ai 3 pays. Je suis béni. Je suis citoyen de 3 pays qui n'extradient pas leurs ressortissants. Donc, je pense que je peux avoir un procès équitable dans ces 3 pays. Je m'instruis de la question italienne. Je ne prends pas de détails sur votre fuite. AP. D'accord. Donc, les gens appellent ça la grande fuite. C'est à quel moment la grande évasion? À quel moment avez-vous décidé que c'était le temps de fuir? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Comment passez-vous votre temps au Liban? La première chose que vous avez fait, ce que vous prévoyez de faire. Donc, la question, à quel moment je me suis aperçu qu'il fallait prévoir votre fuite? Ce qui vous a poussé, tout d'abord, lorsque j'ai perdu tout espoir d'un procès équitable, j'ai essayé autant que faire se peut, je vous l'assure. Lorsque j'ai remarqué que le procès était constamment reporté, même si au début le juge nous a dit ça, il nous a dit dans la séance qu'on a eue en novembre qu'il allait essayer de démarrer l'examen de la deuxième charge en décembre 2010. Enfin, on va voir le bout du tunnel. Et le tunnel, là, on parle de 2022. Mais ensuite, le 25 décembre, le jour de Noël, pour la session de mise en accusation, il a dit malheureusement, le procureur ne peut pas avoir 2 procès en même temps. Il n'a pas les moyens, c'est trop de travail. Ils ont dit, je ne peux pas promettre que le deuxième procès va démarrer en septembre. On a dit, bah quand? Il dit, je ne vais pas m'engager, mais pas avant 2021.
reporter. Et c'est toujours le procureur qui l'emporte. On ne tient pas compte de la défense. Deuxième, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais voir mon épouse. Le juge était surpris que je souhaitais voir mon épouse. Peut-être pour beaucoup de gens, ça n'allait pas être une punition de ne pas voir leur épouse. Pour moi, c'était le cas. Vous savez, puisqu'ils ont leur correspondance avec Carole, ils savaient que j'aimais Carole, qui est vraiment un pilier pour moi. Ils ont vu tous les courriers, ses emails. Ils n'étaient pas censés avoir à ces emails. Ils ont tout pris. Ils savaient tout ça. Et parce qu'ils savaient tout ça, ils ont dit, bon, on va le mettre à genoux, on va le couper de sa femme. Et ils avaient raison. Ils m'ont mis à genoux. Donc, lorsque j'ai vu que je ne pouvais plus voir Carole, j'avais aucun horizon, aucune possibilité de voir ma femme avec une vie normale, j'ai dit, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Je dois partir. J'ai plus rien ici. Et au Liban, vous avez fait quoi au Liban? Vous avez choisi le Liban. Avez eu des garanties sécuritaires ou politiques? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres pays dont vous êtes citoyen? Au Japon, vous marchez tout seul. Aujourd'hui, vous avez des mesures de sécurité. De qui avez-vous peur aujourd'hui? Pourriez-vous avoir tous les documents et les procédures japonaises? J'ai perdu déjà votre première question. De qui avez-vous peur? Avez-vous reçu des garanties politiques et sécuritaires? Oui, aujourd'hui, j'ai des mesures de sécurité un peu difficiles parce que je viens de sortir. Là, vous êtes passé par l'appartement, par le bâtiment. Vous avez vu beaucoup d'organes de presse. Je dois me défendre. Mais un peu plus tard, peut-être, ces mesures de sécurité seront un peu relâchées. Est-ce que j'ai un danger sur ma vie au Liban? Je ne le crois pas. Mais on prend quelques mesures de sécurité pour éviter tout problème. Quelle garantie pour vous d'avoir tous les documents de la procédure? Mes avocats, comme vous le savez, au Japon, ont beaucoup de documents et de pièces. Ils ont déjà passé ces pièces à mes avocats ici au Liban. Et bien sûr, nous n'avons pas eu accès à toutes les pièces. Le procureur a beaucoup de pièces encore. Comme vous le savez, au départ, on vous donne les pièces à charge et ensuite on peut vous communiquer les pièces à décharge. Valeurs actuelles. Alors, attendez. Non, monsieur Gogne, s'il vous plaît. On a bien compris que vous n'avez pas reçu... Madame, si vous pouvez juste nous dire qui vous êtes. Valeurs actuelles. Ah, merci. On a bien compris que vous n'aviez pas reçu le soutien que vous pouviez attendre du gouvernement français. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je dis nous avons bien compris. Vous avez compris, c'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron et au gouvernement français? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que vous leur demandez, oui. Rien du tout. Vous attendez rien de... Je n'ai rien demandé. Non, mais vous me posez une question. Vous me dites qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français? Je ne demande rien au gouvernement français. Puisque le gouvernement français a dit présomption d'innocence, ce que je crois, et je crois que quand le président de la République a des présomptions d'innocence, je le crois. Mais quand d'autres responsables en France disent présomption d'innocence et ont un body language de il est coupable, ça je ne suis pas d'accord. Ou on est d'accord et on est convaincu de la présomption d'innocence et on doit être en ligne avec cette conviction, mais on ne peut pas dire on est pour la présomption d'innocence et on dit il est coupable sur la base d'audits intérimaires, sur la base d'informations qui n'ont pas été contredites et dans lesquelles moi-même je n'ai pas été interrogé. Ça je ne suis pas d'accord. Ou bien vous dites je ne crois pas à la présomption d'innocence. Je ne crois pas à la présomption d'innocence. Hein? Dans ce cas-là, je comprends ça. Mais vous ne pouvez pas dire je suis pour la présomption d'innocence, mais finalement avec un clin d'œil il est coupable et on va le charger alors qu'il n'y a rien. Alors vous disiez vous-même qu'il y avait quelque chose pour... Il n'y a rien pour moi. Il y a peut-être une enquête, c'est possible. Mais évidemment, ces enquêtes, elles viennent d'où? Elles viennent de l'intérieur de Renault. Alors vous imaginez que moi j'ai des contacts avec beaucoup de gens à l'intérieur
de Renault. Et je sais ce qu'il y a dans ces rapports. Donc je ne suis pas inquiet sur ce plan. Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. Monsieur Ghosn, pour Libération, s'il vous plaît. Libération, oui. Franck Boisis, j'aurais 2 questions, s'il vous plaît, Monsieur Ghosn. Justement, à propos de la justice, vous avez dénoncé l'iniquité de la justice japonaise. Vous n'avez peut-être pas le même sentiment sur la justice française. Il y a 2 enquêtes pénales qui sont ouvertes au parquet national financier à Paris. Est-ce que si vous êtes convoqué par un juge d'instruction français, vous répondrez à cette convocation? C'est ma première question. La deuxième, les Français ont découvert que depuis 2012, vous n'étiez plus résident fiscal en France, alors que vous dirigez pendant ces années-là un fleuron français. Et depuis cette date, la France a décidé de prendre une disposition législative pour imposer la résidence fiscale à tous les dirigeants de grandes entreprises. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'étiez plus résident fiscal en France depuis 2012. D'accord. Merci. Alors, on commence pour la première question, c'était une convocation potentielle d'un magistrat français. Bah, écoutez, elle n'a pas lieu pour l'instant. Hein. Moi, je suis au courant de rien. J'ai mes avocats qui sont là. Il est évident qu'à partir du moment où la justice française demande à me parler, je vais me présenter à la justice française. J'ai rien à me reprocher. Hein. Au contraire, moi, c'est ce que je demande. Hein. Ce que je ne demande pas, c'est qu'on m'accuse sans m'interroger. Ce qui a été fait largement, sur la base d'audits truqués, sur lesquels on ne m'a même pas posé la question, dans lesquels la démarche est absolument discutable, quel que soit le standard de l'audit que l'on examine. Bon, ça c'est sur le premier point. Le deuxième point, vous pensez bien que moi j'ai changé de résidence en 2012, je n'ai pas changé toute seule. Quand vous changez de résidence, vous vous adressez à l'administration fiscale, vous allez expliquer pourquoi vous changez de résidence, vous allez dire où vous allez, et c'est l'administration fiscale qui fait un audit fiscal, qui a été fait dans mon cas, et qui vous donne après, bon, en disant, bon, effectivement, il n'y a rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on vient dire, un patron d'une grande entreprise française doit être fiscalisé en France. Très bien, la loi a changé, et les patrons français devront agir en fonction de la loi. C'est tout. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2012, je ne l'ai pas fait en catimini. Je me suis adressé aux autorités. J'avais d'ailleurs un fiscaliste qui l'a fait. Il a demandé toutes les autorisations. J'ai expliqué pourquoi j'allais le faire. Je vous rappelle qu'en 2012, c'était une situation dans laquelle on était en train de créer des synergies de l'Alliance. Donc il était très important pour moi d'apparaître comme étant plus à Amsterdam qu'à Paris pour éviter de froisser les sensibilités japonaises. Ce qui, au départ, tout le monde pensait que c'était quelque chose de fabriqué, mais on sait qu'aujourd'hui ça n'était pas du tout fabriqué. C'est la raison pour laquelle j'ai été à Amsterdam. J'ai passé beaucoup de temps à Amsterdam. Tout le travail de l'Alliance se faisait à Amsterdam. Donc voilà. Alors maintenant on revient là-dessus. Il y a une nouvelle loi, on applique la loi. Voilà. Ouais. Alors, please. Financial Times. Mr. Rossen, do you think that the alliance... Pensez-vous que l'Alliance peut réussir sans vous? Oui, je le crois. Très franchement, je pense que l'Alliance peut réussir sans moi, mais l'Alliance doit suivre certaines règles. L'Alliance ne va pas fonctionner sur une base de consensus, ça je peux vous le dire. Et pour l'heure, ils pensent tous que la prise de décision consensuelle, une façon de faire vivre l'Alliance, se trompe. Regardez les résultats. C'est la seule façon que vous allez voir qui se trompe, qui a raison dans une entreprise. Vous regardez la croissance, vous regardez les bénéfices et l'évolution. Lorsque je regarde ce qui s'est passé depuis 13 mois, avec tout ce qui s'est passé, je ne suis pas rassuré quant à l'avenir de l'Alliance. Vous avez dans la parole. Allez-y. Bah oui. Allez-y. Donc oui, James André pour France 24. Je voulais simplement savoir, votre vie évidemment était passée au crible suite à cette affaire dans les médias, partout. On vous a présenté souvent comme ayant, on va dire, atteint un niveau où vous étiez déconnecté des réalités. Il vous est arrivé ce qui vous est arrivé, ça change évidemment un homme. Quand vous repensez à cette période-là, qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette image qu'on a dépeinte? Non mais c'est pas une question d'image. Moi, il y a eu des tournants dans ma vie. Merci bien. J'ai fait des choix. Il y en a certains que je regrette. C'est tout. C'est pas une question de comment je vis ou pourquoi je vis, etc. J'ai eu des tournants, j'ai eu des décisions importantes à faire et dans certaines décisions, j'ai fait de mauvais choix. Je vous dis, aujourd'hui, on parlait de General Motors. Quand Steve Ratner m'a proposé de devenir le patron de General Motors en 2009 et que j'ai refusé de prendre le job par fidélité à Renault et Nissan, j'ai fait une connerie. Parce que je serais aujourd'hui patron aux États-Unis. Marie Barra, qui est patronne de General Motors, a gagné 26 ou 27 millions de dollars l'année dernière. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal là-dessus. Elle vit très bien, elle est une citoyenne respectée, elle a un job beaucoup plus facile parce qu'elle n'avait qu'une entreprise à gérer, elle est dans son propre pays. Moi, je n'étais pas dans mon pays, je travaillais au travers des continents, tout le monde était très content que je fasse ce boulot, et maintenant on vient me dire « Ah, monsieur Ghosn, vous voyagez beaucoup. Ah, monsieur Ghosn, vous touchiez beaucoup d'argent. Ah, monsieur Ghosn, ceci ou cela. » Alors qu'on était très content
que je mette en place ces mesures de façon à pouvoir vivre en tant que patron de plusieurs entreprises. C'est ça que je regrette. J'aurais dû faire des choix plus simples. Bon, j'ai fait cela, je les assume. Donc, moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a eu des tournants, j'ai pris des décisions. Certaines décisions que j'ai prises